première fois que j'ai volé, c'était à mes 8 ans. Et j'ai volé à ma mère. On habitait ensemble. Après leur divorce avec papa, donc on habitait avec maman, avec mes autres frères et sœurs. Et c'est à elle que j'ai volé pour la première fois. Et un jour, elle m'avait envoyé en fait récupérer de l'argent pour elle, comme elle faisait du commerce. Et il y avait un nouveau bonbon qui venait juste de sortir, c'est le bonbon Biscrème. En ce moment-là, il n'y avait pas encore le petit qui coûte 100 francs, c'est celui qui coûtait 300 francs. Et demander à ma mère 300 francs à cette époque, vraiment, c'était très compliqué pour moi. Donc, j'ai décidé de lui voler de l'argent en quittant la maison. Dans mon intelligence, j'avais vraiment mon plan. Je vole les 300, comme elle m'envoie, je passe à la boutique, j'achète le bonbon, je mange ça dans la rue avant de revenir à la maison. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Sauf qu'à un moment donné, comme le bonbon c'était un gros paquet, je n'ai pas pu le finir, donc je l'ai jeté à la poubelle. C'est vraiment une histoire qui me fait rire à chaque fois et voilà. Mais au fur et à mesure que j'avançais, quand j'ai eu le CFE, je devais quitter ma mère pour rejoindre la capitale. Parce qu'en fait, j'étais au village avec maman, donc je devais rejoindre la capitale Dakar. Et j'habitais voilà, chez ma tante premièrement et ainsi de suite dans d'autres maisons. Mais le vol ne m'a pas quittée. Je volais à la maison, que ce soit argent, que ce soit nourriture, peu importe. Je volais aussi à l'école, mes camarades de classe qui étaient beaucoup plus aisés, que je considérais comme beaucoup plus aisés parce qu'ils amenaient de l'argent, ce que moi, je n'avais pas, ou c'était véritablement des sommes qui ne pouvaient rien régler par rapport à mes besoins. Donc, je volais aussi à mes camarades de classe. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas où ils sont pour me confesser. Ils ne sont pas au courant. Et mieux encore, en fait, à l'école, il y avait les cantines qui vendaient les sandwichs. Donc, je me tenais dans la foule qui achetait et je persuadais au vendeur que je lui ai remis de l'argent. Je lui disais, mais quand il me demandait, mais tu achètes quoi? Je dis, mais je t'ai remis de l'argent depuis tout à l'heure. Je t'ai remis 2000 francs. Et il était convaincu parce que réellement, la manière dont je le disais avec assurance, il se disait peut-être qu'elle m'a donné et comme il y a trop de foule, donc je ne m'en souviens plus. Donc, il me vendait et il me rendait de la monnaie pour quelqu'un à qui je n'ai rien donné. Donc, je faisais ça avec eux et les mamies qui vendaient aussi les cacahuètes. Et c'est ça, je venais, je leur disais, je les persuadais que je leur avais déjà donné de l'argent et ils me vendaient et ils me redonnaient ma monnaie et je partais tranquillement. Donc, comme ça, j'ai grandi comme ça. Quand on me donnait l'argent de mon transport, j'habitais à Kermassar ces temps-là, parfois je bouffais tout simplement l'argent. Donc, depuis longtemps, donc depuis petite, j'ai eu une réelle relation bizarre avec l'argent. Et au fur et à mesure que je grandissais, je continuais à voler. Ce n'était pas à la même fréquence, mais quand j'avais l'occasion ou quand je manquais d'argent et que je n'avais pas forcément envie d'en demander, je volais en fait. Je volais. Il y a même une fois, une de mes cousines travaillait à Dakar. Je suis allée la voir là où elle travaille. Je l'ai volée, sauf que cette fois-là, elle m'a prise en fait. Elle m'a prise. Et c'était des temps où j'avais un peu honte, mais ce n'est pas ça qui m'a arrêtée en fait. Ce n'est pas ça qui m'a arrêtée, je continuais. Et Dieu m'a fait la grâce, après mon bac, 6 mois après mon bac, de faire le concours de l'ENA et de réussir ce concours. C'était véritablement pour moi une saison de gloire. Je me disais que c'était la fin de mes problèmes financiers et que j'allais véritablement vivre la vie que je mérite. Mais une fois à l'école, on a une bourse avec un bulletin de salaire. Et dès que j'ai commencé, tout de suite, j'ai commencé à faire des prêts bancaires. Donc, quand les prêts bancaires, à un moment donné, n'ont pas suffi, je m'endettais auprès de mes collègues. Plusieurs fois. Il y en a même qui, à un moment donné, après la sortie de l'école, m'ont juste dit, en fait, c'est pas grave, ne me paye plus. Réellement, tellement que j'étais endettée. J'étais dans une instabilité financière sans précédent que moi-même, je ne pouvais pas imaginer en réalité.
Et quand je sors de l'école, naturellement, il y a maintenant mon salaire en tant que fonctionnaire. Au lieu d'en profiter pour me stabiliser financièrement, non en fait, je faisais à chaque fois des rachats de prêts. À chaque fois que j'avais l'occasion, ou mon salaire augmentait, ou bien j'avais fait un prêt pendant un temps, je faisais des rachats de prêts tout le temps, en même temps que je payais mes dettes à côté, pour en tout cas ceux à qui je continuais à payer. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais quand même investir. Parce que chaque fin du mois, comme j'ai trop de prêts, le salaire ne me suffisait plus. Donc, je fais un prêt pour investir. Donc, j'ai fait plusieurs investissements qui n'ont pas abouti. Les bâches, j'ai fait plusieurs investissements qui n'ont pas abouti. Jusqu'à un moment où j'ai aussi eu une autre idée, c'est celle d'investir dans l'élevage des poulets. Et quand j'ai commencé, j'ai débuté et au lieu en fait de m'assurer, de connaître le milieu, de maîtriser les risques de cet investissement, j'ai demandé à mes amis de faire pareil et de me confier leur argent pour que j'aille à mon tour investir pour eux et je leur avais donné des sommes exactes pour les bénéfices en fait qu'ils auraient par rapport à leur investissement. Donc naturellement, ils m'ont fait confiance. On était des amis pendant des années. Ils m'ont fait confiance et ils m'ont confié leur argent. Donc, sauf que ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je maîtrisais en rien cette activité. Et en même temps, il n'y avait aucune différence entre l'activité et ma gestion financière personnelle. C'est cette gestion financière de la maison. Donc, en réalité, j'investissais cet argent sans avoir aucune connaissance de cette activité, ni la connaissance des risques, ni autre chose. Mais en réalité, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les sommes que j'ai fixées à mes amis, ce n'était pas possible, non seulement un. De deux aussi, moi, à côté, il n'y avait pas un compte pour l'activité, un compte pour moi. Selon mes besoins, je prenais aussi de cet argent et je l'utilisais tout simplement. Et à un moment donné, tout est parti à l'eau. Tout. Sauf le matériel, bien sûr, qu'on utilisait pour l'élevage, mais réellement, il n'y avait plus rien concernant cette activité. Donc, à un moment donné, c'était très compliqué parce que j'avais un choix. C'est celui d'aller leur parler par rapport à la situation. Simplement, j'ai fait le choix de me taire parce que c'était véritablement à ce moment-là compliqué pour moi d'aller voir mes amis et leur dire, en réalité, vous m'avez fait confiance, mais je n'ai pas été sincère avec vous. Non seulement à un moment donné, je mentais, à un autre moment, je me taisais tout simplement. Même parfois, ils cherchaient à me voir ou à m'envoyer des messages et tout, mais je n'étais pas du tout joignable. Je voulais rien dire. Mais au moment où je ne parlais pas, ce n'était pas que je m'en foutais. J'étais en train de chercher des solutions d'urgence en réalité pour pouvoir obtenir de l'argent. Sauf qu'en ce moment-là, je ne pouvais plus faire de prêt. Mais si c'était possible de faire un prêt et de rembourser tout leur argent, j'allais le faire. Sauf que là, j'étais bloquée de tous les côtés. Et donc, j'étais chez moi avec mon mari qui n'était au courant de rien. J'étais là à chaque fois quand je me couchais la nuit. Ma conscience quand même me rappelait cette histoire. Et je disais à Dieu, je ne suis pas du tout capable d'aller voir mes amis. Toi-même va me dénoncer. Et je le disais comme ça, en même temps je disais, mais toi aussi, Dieu va se déplacer pour aller te dénoncer. Mais je faisais quand même cette prière. Je le disais, ni mes amis, ni mon mari ne sont au courant de cette situation, mais ça me ronge de l'intérieur, ça me fatigue. C'est vrai que tous les jours, je suis en train de réfléchir à comment trouver des solutions, mais je n'en trouve pas. Donc va toi-même me dénoncer. Et un jour, un soir, j'étais chez moi avec mon mari et mes enfants, enceinte encore d'eux, et tous mes amis, tous, quand je dis tous, véritablement tous, donc tous ceux qui ont investi dans cette activité sont venus chez moi ensemble, puisque au fur et à mesure, je ne communiquais plus, je n'expliquais rien, et eux-mêmes, quand ils sont allés sur le terrain, ils ont constaté qu'il n'y avait plus rien, donc ils se sont concertés aussi. Donc, au fur et à mesure, ils se sont rendus compte, eux tous, qu'en réalité, cette fille-là, elle nous a juste menti, elle nous a arnaqué. C'est ce mot-là qui a été utilisé. Et quand ils sont venus me poser le problème, il y avait mon mari qui n'était au courant de rien, donc c'est le même soir qu'il était au courant. Ils m'ont parlé
pour me demander des explications. Sauf qu'en ce moment-là, comme les autres jours passés, je n'avais pas l'intention d'expliquer ou d'apporter des éclaircissements, en fait, par rapport à quoi que ce soit. Tout ce qui était dans ma tête, c'est comment je fais pour régler ce problème. C'était ça qu'il y avait. Donc, le jour-là, quand ils sont venus, j'avais, en fait, le choix de peut-être me mettre à genoux, pleurer toutes les larmes de mon corps et leur expliquer combien j'ai fait du n'importe quoi, combien je les ai trahis, combien véritablement j'ai foutu le bordel. Mais je me disais, non, reste concentré. Ce n'est pas le moment de pleurer. Marie-Simone, reste concentrée. Ce n'est pas le moment de pleurer. C'est le moment où tu t'apprêtes à assumer tes responsabilités. C'est le moment où toi-même, tu te cherches des solutions. Parce que j'étais très exigeante envers moi-même. Je ne voulais pas, en ce moment-là, pleurer pour faire comme si je regrettais que quelqu'un doive, en fait, me pardonner quoi que ce soit. Moi, j'étais juste focus sur comment j'assume, comment je règle. Sauf que jusqu'à ce moment-là, je n'avais encore aucune solution par rapport à cette histoire. Donc, ils sont rentrés naturellement frustrés, ils se sont sentis trahis et en plus, je ne parle pas. Donc, c'est comme si je m'en foutais royalement, en fait, de la situation. Et quand ils sont partis naturellement, après, ils se sont concertés, ils ont décidé qu'ils ne me pardonnaient pas et que si je ne paye pas l'argent les jours à venir, naturellement, ils allaient porter plainte contre